Un chacun, ah bon? Ils sont allumés. Ça va. Vous avez un micro, oui? Vous avez un micro, ouais, c'est bon. On a un micro. Tac, tac, bon. 1, 2. Allez. Allô, allô. C'est bon. Ça va dans la salle? Ça va, ça y est. Ça va fort? Ça va, mesdames? C'est bon? Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour aux présents. Merci d'assister à cette table ronde consacrée à la thématique de la sécurité routière et de la contrefaçon des pièces de rechange. J'ai avec moi pour débattre M. Adil Meliki, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, M. Eric Bassett, directeur général de Renault Commerce Maroc, M. Rachid Ftouache, directeur général de SMEIA et membre de l'EVAM, et M. Nasser Boulajoul, secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la route. Alors la thématique est majeure pour toutes les parties, pour les pouvoirs publics, pour les opérateurs automobiles et pour les usagers de la route. Pourquoi? Parce que le phénomène de la contrefaçon a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, avec le développement du parc automobile, avec l'ouverture de l'économie marocaine sur le reste du monde, et avec l'ingéniosité, entre guillemets, des importateurs fraudeurs pour contourner les filets de contrôle. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des accidents de la route parce que l'état du véhicule et les pièces de rechange font partie des principales causes. Ça donne aussi un manque à gagner énorme pour l'État, pour les opérateurs, pour le circuit formel. Et ça a même détruit des industries et des emplois. Alors que font les parties prenantes? Il y a beaucoup d'initiatives prises par les pouvoirs publics, par les secteurs privés, comme le lancement de la labellisation Salamatouna, comme le renforcement du contrôle à l'importation. Mais est-ce suffisant? Parce qu'on voit que le phénomène ne faiblit pas. Donc c'est ce qu'on va voir avec les intervenants. Et je vais démarrer tout de suite avec une première question pour cadrer un petit peu le sujet. Alors de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que la contrefaçon des pièces de rechange? Combien ça représente? Depuis quand ça a pris de l'ampleur? Alors je vais commencer avec M. Meliki. Voilà, le micro. Merci. Bon, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé cette table ronde sur cette thématique très importante. En plein salon de l'auto, il y a beaucoup de consommateurs qui viennent acheter des voitures, qui viennent réaliser des rêves. Et donc, bien évidemment, on espère que ces rêves ne se transforment pas en cauchemar dans quelques années. On espère, Inch'Allah, qu'on aura d'ici là commencé à résoudre ce grand fléau, en tout cas de l'atténuer pour ces personnes-là. Il faut toujours qu'on puisse avoir, si vous voulez, le consommateur qui est notre principal, le résultat de nos activités. Sur la question du phénomène de la contrefaçon, peut-être je vais, sans vraiment monopoliser la parole, je vais dresser rapidement un état des lieux sur la contrefaçon en général. D'abord, la contrefaçon est un fléau mondial. Il ne faut parfois pas s'autoflageller. La contrefaçon existe partout. Vous avez parlé de la globalisation de l'économie, de l'ouverture des économies. Et comme phénomène sous-jacent de cette ouverture, c'est bien évidemment, comme partout, il y a du commerce licite, il y a un peu d'illicite qui va se glisser avec le licite. Et donc le rôle un peu de tous, des pouvoirs publics, des opérateurs, c'est de faire en sorte que cet illicite
soit au-deçà du raisonnement acceptable. Moi, je veux souligner ça. Parce que si on se donne comme objectif d'avoir 0, ça n'existe nulle part dans le monde, qu'on soit clair. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir quelque chose qui est raisonnablement acceptable. C'est comme un taux d'impureté qui est raisonnablement acceptable quand on achète une bouteille d'eau minérale, etc. Ce n'est pas le cas au Maroc actuellement. Bien évidemment, hein, on ne va pas faire de langue de bois, c'est clair, hein, qu'on est très loin du raisonnablement acceptable. Donc nous devons nous fixer comme objectif le raisonnablement acceptable. Ce raisonnablement acceptable diffère selon les secteurs. Le raisonnement acceptable pour un secteur qui touche la sécurité et la santé n'est pas le même que pour d'autres secteurs. C'est pour ça que, si vous voulez, les pouvoirs publics ainsi que les entreprises privées, donc on avait lancé une étude en 2013 pour essayer d'identifier l'ampleur du phénomène de la contrefaçon en général. Donc vous vous rappelez les résultats de cette étude il y a 2 à 5 ans. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir l'actualiser, mais pour essayer de cibler un peu les éléments. Il ne suffit pas de faire des études pour avoir des études dans des tiroirs. Mais dans le temps, on voulait un peu savoir quels sont les secteurs touchés, parce qu'aucune étude n'existait dans le temps. Et bien évidemment, parmi les secteurs touchés, il y avait le secteur de pièces de rechange, on le savait. Tout simplement, à côté d'un phénomène qu'on regardait un peu de façon vague, on a mis des chiffres, on a vu des filières, et on a commencé à essayer de esquisser des débuts de solutions. Et le principal, si vous voulez, phénomène qu'on a vu, c'est la désorganisation complète du circuit de distribution. Donc c'est sur la base de cette désorganisation complète du circuit de distribution que le phénomène de la contrefaçon comme un champignon, il a pris et il a grossi. Donc depuis quand exactement ? On a décidé... depuis quand, je ne connais pas l'historique, je crois que les opérateurs dans le secteur savent beaucoup mieux que moi. Mais si vous voulez les principaux résultats de l'étude, c'est un secteur où la distribution est tellement désorganisée que la contrefaçon progresse de manière phénoménale. C'est pour ça que la principale mesure, on en parlera, c'était d'organiser la distribution pour avoir une traçabilité. C'est ça l'essentiel. Après, on pourra parler, comme j'ai dit, je ne veux pas monopoliser le débat, mais on pourra parler de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, quels chiffres, quels résultats, et également quelles étapes à suivre. Il ne s'agit pas de vendre aux gens des rêves. On ne va pas, du jour au lendemain, passer de 0 à 100. Il s'agit d'avoir une démarche cohérente et de juguler ce phénomène au fur et à mesure. Très bien. Monsieur Bassette, le phénomène pour vous en tant qu'opérateur, Renault, depuis quand vous avez senti qu'il a pris de l'ampleur? Il pèse combien selon vous? Bon, tout d'abord, merci à l'EVAM pour l'organisation de cette table ronde. On n'a évidemment pas de statistiques qui me permettent de répondre très précisément aux points que vous évoquez. Maintenant, on a des tendances. Voilà. Ça, on sait arriver à définir, à diagnostiquer quelques tendances. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, la tendance est une tendance au besoin d'un sursaut collectif. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Il y a deux phénomènes. Il y a le marché qu'on peut estimer en masse. On est sur un marché qu'on peut estimer autour d'une quinzaine de milliards. Je regarde ces messieurs en même temps, mais une quinzaine de milliards de dirhams. De chiffre d'affaires, oui. De chiffre d'affaires. Donc vous voyez que, à la fois pour les opérateurs comme pour l'État marocain, il y a derrière tout ça un manque à gagner qui est important. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut arriver à positionner le débat sur des coûts qui ne sont pas que des coûts distributeurs ou un manque à gagner au niveau de l'État. Il y a un sujet qui est bien au-delà de tout ça, qui est la sécurité des Marocaines et des Marocains. Qu'ils soient d'ailleurs utilisateurs ou non du produit automobile. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais j'ai quelques exemples très concrets à vous montrer parce que je crois aussi beaucoup au poids des mots, mais au choc des photos sur ce sujet-là. Il faut voir ce qui est monté sur certains véhicules. Donc on estime ce marché-là autour d'une quinzaine de milliards de dirhams. Le groupe Renault
travers de ces deux marques, Renault et Dacia, est leader sur le marché marocain. Vous estimez bien que pour nous, qui pesons globalement 40% du marché, je vous laisse faire le calcul vous-même et vous voyez qu'on parle de plusieurs milliards de dirhams. Au-delà de ça, ayons aussi à l'esprit que c'est l'absence de conformité de ces pièces de rechange qui pose un souci majeur. On estime que 2/3, c'est quelque chose qui a été mené avec l'administration. On estime qu'il y a 2/3 des pièces concernées par la contrefaçon qui sont des pièces non conformes. Non conformes dans nos métiers, ça veut très concrètement et très clairement dire qui peuvent mettre en danger l'intégrité physique de l'utilisateur du véhicule, de ses occupants et de son environnement. Donc, ayons ça en tête, 70% des pièces concernées par la contrefaçon seraient des pièces non conformes. Je pense aussi qu'il y a tout un travail d'éducation à faire. On en reparlera dans les jours et les semaines à venir avec Adil, avec Rachid évidemment, avec tout le monde. Mais il y a un travail d'éducation à faire auprès des clients. Alors le groupe Renault est engagé sur ce sujet-là par une opération qu'on mène depuis 2015 sur la prévention routière. On croit beaucoup au rôle de l'éducation pour essayer d'avancer. Donc on intervient notamment sur Monsieur Casa. Basset, on reviendra sur le sujet de l'éducation, de la sensibilisation. Alors juste pour récapituler, alors on dit c'est 15 milliards à peu près, c'est tout le marché, c'est pas uniquement la contrefaçon. Alors que pèse la contrefaçon? Parce qu'il y a des chiffres, il y a l'AMICA qui dit que les 2/3 des pièces de rechange sont contrefaites. Il y a un autre chiffre qui dit que le tiers du chiffre d'affaires vient de la contrefaçon. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors vous savez, c'est encore une fois, on ne sait identifier que des tendances, donc on simule, et voilà globalement ce sur quoi on arrive. Je continue de penser qu'à partir du moment où on est sur un sujet qui touche à la santé des concitoyens marocains, il faut aussi qu'on apprenne à sortir de chiffres pour lesquels il n'y a pas une vérité absolue. Voilà. On est sur un sujet de santé publique. Et un sujet de santé publique, il va au-delà de l'impact purement économique, que ce soit celui des distributeurs, des importateurs. C'est un sujet d'importance nationale. Moi, je pense que sur ce sujet-là, pour que chaque partie prenante l'emporte avec pour finalité la sécurité des concitoyens marocains, et c'est aussi ce qui fait la complexité du dossier, hein, du sujet, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on arrive à jouer collectif, soit on n'y arrivera pas. Et dans cette notion de on n'a pas le choix, pourquoi on n'a pas le choix? Ben justement parce que c'est un sujet de santé publique. Et que notre responsabilité, c'est d'être bienveillant. Mais il faut qu'on s'y mette tous. Et de façon plus forte et beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour être très très clair. C'est un sujet de santé Oui, publique. c'est clair. Sif Douesh, en tant qu'opérateur, comment voyez-vous ce phénomène? Depuis quand? Quel poids? Je vais compléter ce qu'a dit Eric en disant que ce marché effectivement de la pièce de rechange pèse à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires et emploie pas loin de 300 000 personnes. Donc 100 000 en direct dans le réseau de distribution et 200 000 en indirect dans tout ce qui est entretien et réparation des véhicules. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur du secteur de la pièce de rechange. Donc si on ne structure pas ce marché-là de manière claire, et comme disait ces Malikian, personne, c'est pas l'utopie, on est en train de chercher à avoir zéro contrefaçon sur le marché, ça n'existe pas. Le marché de la pièce de rechange, au Maroc, c'est le deuxième plus gros marché de la contrefaçon après le textile. Donc ça vous donne un petit peu une idée du sujet et puis de l'ampleur du travail qu'on doit mener de telle manière à protéger un petit peu la sécurité de nos
concitoyens marocains. Donc il y a le taux de mortalité sur nos routes, il est assez élevé, donc je pense qu'on pourra en parler juste après. Pour diminuer cela, il faudrait faire de la traçabilité, comme disait Semaliki. Il faudrait qu'on structure le marché parce qu'il est complètement déstructuré. Il y a le réseau des distributeurs officiels qui sont adossés à des constructeurs. On a des grossistes, on a des détaillants, on a aussi des marchands ambulants. C'est des camions qui se baladent à travers tout le Maroc avec un rayonnage à l'intérieur de pièces de rechange pour desservir un petit peu tous les patelins. Alors ça nous vient d'où ces pièces? Et puis, il y a aussi le marché des ferrailleurs, oui, tout à fait, qui n'est pas négligeable, qui est énorme. Donc ce marché-là échappe aussi à l'État. Donc tout cela est à structurer et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc ça doit se faire à travers tous les intervenants, c'est-à-dire nous, et puis les autorités. Ça nous vient d'où ces pièces selon vous? Est-ce que il y a des pays précis, il y a des points d'entrée au Maroc connus par les opérateurs, par exemple? C'est pas le travail des opérateurs, hein, c'est le travail de la douane. Bien sûr, mais j'imagine que vous avez l'information. Ça vient de tous les côtés, ça vient de Tanger, ça vient de Casa, ça vient de... Donc on imagine que c'est passoire de partout. Hein. Et c'est des réseaux professionnels, c'est pas des importateurs occasionnels, c'est des... C'est un réseau structuré, bien évidemment, de gens qui savent ce qu'ils font et qui ont pignon sur rue et qui existent depuis quelques années. Très bien. Donc la gangrène est là. Oui. Si vous voulez, Jules, en tant qu'instance de prévention des accidents de la route, que pouvez-vous nous dire sur ce phénomène? Parce que le lien entre la pièce de rechange contrefaite et les accidents de la circulation n'est pas évident à établir. Merci tout d'abord à Sinhili pour cette invitation. Et merci aussi à l'IVAM d'avoir initié cette conférence, à mon avis, qui est extrêmement importante. Nous, en tant que Comité national de prévention des accidents de la circulation et de par nos missions, donc on essaie pratiquement d'investir tous les leviers qui peuvent améliorer les conditions de sécurité routière dans notre pays. Et il est communément admis que le facteur véhicule, il est également présent comme facteur causal des accidents de la circulation. Au niveau national, on estime que c'est entre 10 et 15% des accidents, vous avez le facteur véhicule est présent. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, au niveau de la stratégie nationale de sécurité routière pour la prochaine décennie, on a fixé comme objectif d'attaquer les accidents impliquant un seul véhicule. Et pour les accidents impliquant un seul véhicule, malheureusement, c'est-à-dire le facteur défaillance, il est omniprésent. Ça peut être de la défectuosité, par exemple, du système de freinage, des éclatements de pneus, etc. Et là, ça ne demande pas d'être expert, surtout durant la période estivale. Quand il fait chaud, on voit qu'il y a pas mal de bouts de pneumatiques pratiquement qui s'éclatent. Donc, c'est les systèmes de pneus rechappés, etc. Donc, les pièces de rechange contrefaites, moi, je pense que ça constitue un danger et un facteur de risque pour les usagers de la route. Et j'apprécie énormément ce qui a été dit par M. Eric, c'est que aujourd'hui, c'est pas une question, c'est pas uniquement les conducteurs qui payent c'est-à-dire le prix, mais également le citoyen de manière générale, les autres usagers de la route. Malheureusement, un accident de la circulation, c'est une constellation de problèmes, mais également c'est une association d'usagers de la route qui sont impliqués. Comme vous avez par exemple un véhicule, de la collision entre véhicules ou bien la collision entre véhicules et piétons, donc vous avez différentes catégories d'usagers de la route qui sont impliqués. Donc 10 à 15%, c'est extrêmement important, c'est extrêmement élevé. Malheureusement, on n'a pas de système d'information qui permette de détecter de manière précise quelle est la véritable cause qui a déclenché. Ça n'existe d'ailleurs nulle part, dans aucun pays du monde, qui explique
quel est le véritable facteur qui a déclenché l'accident, parce qu'un accident, c'est une constellation de causes, et malheureusement, le facteur prépondérant, le facteur humain, il est prépondérant. Aujourd'hui, si on fait toute proportion gardée, les accidents de la circulation pèsent malheureusement entre 16 à 17 milliards de dirhams comme coût socio-économique des accidents de la circulation, c'est à peu près 2% du PIB national. Donc juste pour dire que l'importance ou bien de ce fléau malheureusement qui ronge notre société, et en termes de vie humaine, annuellement on perd à peu près 3600 tués. Je pense qu'il y a un effort énorme à effectuer, et du coup donc investir le levier d'amélioration de la sécurité des véhicules, notamment à travers les composantes de ces véhicules, notamment à travers les pièces de rechange. Moi je pense que ça constitue un levier extrêmement important. Du coup, quand nous étions associés ou bien approchés par nos amis d'Olympique, justement pour le projet Salamatuna, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Donc d'emblée, on a accepté d'être parmi les acteurs et parmi les partenaires clés de ce projet. Très bien. Sine Maliki, je reviens vers vous. Est-ce que, sur la base de l'étude effectuée il y a quelques années, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les pays, les points d'entrée, les acteurs de ce circuit informel? Voilà, donc je vais donner quelques éléments. Je ne vais pas trop m'attarder. Les collègues ont dit la nature du phénomène fait c'est un phénomène souterrain et donc difficile d'avoir des chiffres, d'autant plus qu'en menant des enquêtes nous-mêmes, qui ont l'habitude de manipuler des chiffres qui sont des chiffres officiels. Quoique dans effectivement l'étude dont vous avez parlé, nous avons travaillé avec toutes les autorités en charge en fait de l'application des droits, à savoir douane, ça a été cité, mais également gendarmerie royale, police nationale. Mais il fallait regarder un peu où ça se passe. Et comme vous le savez, nous avons, pour les trafics, c'est connu au Maroc, il y a des points d'entrée de trafic multigenres, à savoir les enclaves du Nord, à savoir un certain nombre de frontières à l'Est et au Sud. Et donc, de par ces frontières, vous savez, les trafiquants, ils cherchent les moyens de faire rentrer des produits illicites, quels qu'ils soient, et notamment les pièces de rechange. Effectivement, il y a également des importations carrément réelles qui sont déguisées et qui passent... par les ports marocains également, ça a été fait au niveau des études. Et également, si vous voulez, il y a quelques personnes qui, on s'est gardé, se débrouillent à faire quelques produits qui ne sont pas conformes aux normes et qui parviennent à les vendre, étant donné, comme je l'ai dit, c'est le circuit de distribution. Moi, je veux revenir. Il y a les portes d'entrée, il y a les moyens d'arrêter ça au niveau des portes d'entrée, il y a des moyens qui se font. On peut aller plus vite, plus fort, on pourra en parler. Mais l'essentiel, il ne faut pas qu'on se dérive. L'essentiel au Maroc, c'est le circuit de distribution. L'étude, on l'a faite, on a vu pour chaque secteur, là où il faut toucher pour être percutant. Là où il faut toucher pour être percutant, au niveau des pièces de rechange, c'est le système de distribution qui est complètement atomisé, pas organisé du tout. Il faudrait absolument que le consommateur puisse savoir. Nous-mêmes, nous sommes des consommateurs, on va acheter des pièces. On ne sait pas. Et nous-mêmes, tout à l'heure, un collègue a parlé, je crois, Sif Douache, de débris de pneus, c'est mon ami Siboul Joul. Ben moi-même, ça m'a rappelé, je pense, il y a une semaine, j'ai failli perdre la vie, je vous le dis, moi et mon chauffeur. Ben, il y a un pneu qui s'est détaché d'un camion au milieu de l'autoroute. Et on l'a évité de justesse. Franchement, donc moi je pense que nous avons tous des expériences personnelles même que nous avons vécues, ça montre l'ampleur du phénomène. Donc ce qu'il faut, c'est le circuit de distribution. Il faut qu'on puisse savoir que lorsqu'on va acheter une pièce, on achète la bonne pièce. Ça c'est très important et bien évidemment il faut renforcer tous les contrôles. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça le problème, on en reparlera de cela maintenant, c'est la traçabilité. Il faut savoir. Il faut que nous organisons tous, il faut qu'on joue collectif, il faut que tout le monde se dise c'est notre problème et il faut que également le consommateur le sache. Moi je ne comprends pas comment ça se voit sur les prix. Un consommateur quand il va acheter peut-être un produit, il fait attention, je vais me faire avoir, et quand il va acheter un produit qui touche à sa sécurité, qui risque de le tuer, il va aller dans des circuits qui clairement c'est pas là. Donc il y a un travail à faire collectif
au niveau des pouvoirs publics sur toutes les questions, mais focalisez-nous sur l'essentiel. Nous avons des points qui sont poreux, il y a des outils, on en parlera, il y a des moyens, la douane fait du travail, il y a des procédures au niveau de la douane, ce qu'on appelle les mesures de suspension. Certains opérateurs les utilisent, pas tous. À mon avis, il y a un travail à faire pour que tous les opérateurs l'utilisent, pour qu'on renforce les contrôles, etc. Il y a, si vous voulez, pour les marques de pièces de rechange. D'abord, pour que l'État puisse agir, il faut que ces marques aient fait toutes leurs procédures d'enregistrement pour qu'elles soient protégées. Au niveau de l'OMPIC? Au niveau du Maroc, l'OMPIC n'est un moyen d'enregistrement au niveau de la loi nationale. Hein. C'est de la loi. Et ça, c'est international. C'est la même chose au Maroc, en France, aux États-Unis, en Allemagne. Si vous ne protégez pas vos marques, ben vous n'avez pas vos marques, c'est comme s'ils n'existent pas. C'est un signe qui n'a aucune reconnaissance de la part de l'État. Ben nous avons fait, justement, parmi les choses que nous avons fait, nous avons regardé toutes les marques qui sont dans le marché. Ben, certains ne sont même pas protégés au Maroc. Comment voulez-vous qu'on puisse agir? Comment voulez-vous que la douane agisse, que la gendarmerie agisse, que la police agisse, etc. Comment voulez-vous que... Donc il y a un travail qui doit être fait d'abord, c'est que tout soit bien enregistré, bien protégé. Deuxième travail à faire, il y a des procédures qui existent, qui permettent de bloquer au niveau des frontières. Également, tous les opérateurs ne l'ont pas fait. Il y a peut-être un travail il ne faut pas qu'on se mette les uns contre les autres. Il y a également, il faut qu'on travaille ensemble. Nous devons faire plus, expliquer plus, simplifier les procédures. Je crois que toutes les procédures maintenant sont en ligne. Travailler ensemble, faire des groupes de travail, faire en sorte que chacun fasse ce qu'il a à faire. Très bien. Et à côté de ça, moi je reviens à l'essentiel, c'est organiser le circuit de distribution pour que le consommateur en connaissance de cause puisse voir où il peut acheter des pièces contrefaites. Il y a tout l'aspect, effectivement, il y a tout l'aspect éducation du consommateur sur lequel, à mon avis, on doit mettre le paquet. Et une fois on a fait tout ça, expliquez-moi, si vous voulez, on va rendre difficile la vie à ces fraudeurs. Parce que ces fraudeurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à gagner de l'argent, tout simplement. Et si en les laissant vendre des pièces de rechange contrefaites, ils gagnent facilement beaucoup d'argent, ils vont continuer à les faire. Mais si c'est qu'on le rend compliqué, ils vont aller chercher autre chose. Et vous m'avez compris. Oui, je comprends. J'en profite pour poser une dernière question à Sid Meleki. Vous avez parlé des responsabilités de chacun. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi ne pas couper le problème à la source, c'est-à-dire à la frontière, parce que vous avez parlé des opérateurs qui doivent enregistrer leur marque. Qui peut fermer une frontière? Soyons réalistes. On a parlé de mondialisation. Mais quels sont les moyens? Est-ce que je vais vous donner est-ce qu'un pays quelconque, prenons le plus riche des pays, est-ce que vous pensez qu'il peut contrôler tout ce qui rentre dans ce pays? C'est pour ça qu'il faut mettre le point. Aucun pays au monde, je ne parle pas du Maroc, ne peut contrôler tout ce qui rentre dans son pays. Il y a des moyens, des méthodes de contrôle. Je ne suis pas douanier, ils sont mieux placés pour en parler, mais on travaille suffisamment avec eux pour connaître comment ça se passe. Il y a aussi le contrôle a posteriori. Parce qu'il y a bien évidemment, ce contrôle se fait. Ces vendeurs-là, ce contrôle se fait. Mais, excusez-moi, c'est très compliqué à aller chercher. Allez vous-même acheter une pièce. Est-ce que vous êtes sûr que cette pièce, il y a des moyens, il y a du contrôle qui se fait. Moi, je ne suis pas là pour dire que ces gens-là font très bien leur travail ou ne font pas leur travail. Mais si vous voulez, il ne faut pas qu'on se commence à se lancer les balles les uns vers les autres. Nous travaillons depuis au moins 6 ou 9 mois de façon, si vous voulez, très très soutenue avec les opérateurs, avec tous les organismes. Hein. Moi, les contrôles, ce n'est pas mon travail, je défends personne. Mais je dis ce que je vois. Nous travaillons avec tous ces gens-là depuis 9 mois et nous avons commencé, depuis qu'il y a cette étude, à essayer d'identifier qu'est-ce qui est percutant pour avoir des résultats. Et là, je profite, on est en train de parler à travers vous sur Internet, beaucoup de gens nous voient. Le principal problème, c'est d'aller organiser ce fameux circuit de distribution. C'est ça le fameux problème. Et il faut s'y attaquer de suite. Monsieur Eric, vous avez parlé tout à l'heure de pièces contrefaites et de pièces non conformes. Donc il y a une différence. Alors qu'est-ce qui vous dérange le plus en tant qu'opérateur? Je sais qu'économiquement, il y a une perte dans les deux cas, mais expliquez-nous la différence entre l'adaptable, le deuxième qualité, parce qu'il y a plusieurs termes utilisés dans le circuit.
Oui, alors, bon, je ne veux pas non plus, parce que je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse le plus nos auditeurs, faire trop de technicité sur ce sujet-là. Mais ce que je pourrais faire, c'est vous l'illustrer d'ailleurs. Je pense que le choc de certaines photos parle plus que bien des mots. Comme l'a dit Adil, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il va falloir qu'on s'assure sur l'ensemble de ce processus de traçabilité, on va dire, que les bons moyens sont mis aux bons endroits. Voilà. Et après, derrière, individuellement, nous sommes tous responsables, redevables quelque part, de notre part de responsabilité sur cette notion de traçabilité. C'est aussi pour ça qu'il faut labelliser. Voilà. Il faut que les professionnels du secteur qui investissent des centaines de millions de dirhams, et là j'associe bien évidemment d'un point de vue industriel au groupe Renault l'ensemble de nos sous-traitants également. Il faut savoir qu'il y a énormément d'investissements derrière tout ça. Donc on est sur des enjeux économiques qui sont très très forts, mais qu'il faut qu'on arrive à passer de manière simple aux utilisateurs, et on doit la transparence par le biais d'un label qui identifie la traçabilité à nos clients. Parce que nos clients, c'est la population marocaine, c'est le citoyen marocain, et qu'on a un devoir de transparence totale, tous. Hein, je dis un devoir, c'est-à-dire qu'on soit institution publique, qu'on soit opérateur privé, qu'on soit mi-privé, mi-public, on doit ça à nos clients. Aujourd'hui, c'est pas le cas, vous l'avez compris, on y travaille tous d'arrache-pied. Après, à un moment donné, va se poser la question de et comment est-ce qu'on s'assure que cette notion de labellisation, de transparence vis-à-vis du client arrive bien jusqu'au client. Voilà. Et ça, ce sera un enjeu de communication extrêmement fort. Plutôt que de vous détailler de façon extrêmement technique la différence qu'il y a entre des pièces de contrefaçon, des pièces d'origine, des pièces de qualité équivalente, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que, vous savez, on mène régulièrement un certain nombre de contrôles qui sont faits dans des laboratoires pour vérifier l'état de certaines pièces pour se rendre compte globalement que le pourcentage de pièces contrefaites est juste énormissime sur le parc roulant en forte croissance au Maroc. C'est aussi pour ça que la contrefaçon, vous savez, la contrefaçon, elle occupe le terrain. Hein. C'est-à-dire que quand le marché augmente, ben, le marché de la contrefaçon, potentiellement, à ISO moyen, il augmente aussi. Mais vous voyez, quand vous commencez à traduire ce qui se passe sur des organes de sécurité, là j'ai tout simplement la fissure constatée sur un disque de frein. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on freine plus. Voilà. Donc là c'est catastrophe annoncée sur des pièces dont on imagine également assez vite les dégâts que ça peut faire et qui contiennent énormément de sécurité et de technicité. Les pare-brises, tout ce qui est vitrerie, d'accord, des pare-brises qui évidemment ne résistent pas aux tests, parce qu'on sait faire des tests en projetant des billes sur des pare-brises. C'est la photo que vous avez sur la gauche. Des pare-brises avec, j'allais dire, des fragments. Sur la photo, sur la droite, vous voyez en lame de couteau sur une lunette arrière trempée. Ça veut dire que le pare-brise se fend en deux. Et évidemment, sur un choc arrière, ça veut dire que vous avez des kilos de verre qui partent à l'avant du véhicule. Je crois que ça parle aussi énormément. Et on comprend très très vite qu'à un moment donné, quand on est professionnel de l'automobile, quand on défend aussi l'intérêt de millions de salariés, de milliers de salariés, de dizaines de milliers de salariés au sein d'entreprises qui investissent énormément dans la production, mais aussi dans la recherche, dans le développement, on comprend que l'économie faciale que peut faire un client attiré par des prix qui sont complètement hors marché, ça met aussi quelque part en danger un modèle économique qui par ailleurs s'est démontré au Maroc
qu'il peut être plein de succès, mais qui à un moment donné a aussi besoin de règles du jeu, de labellisation pour être protégé. Et encore une fois, j'insiste, pour protéger les opérateurs, c'est une chose, mais derrière nous, c'est le citoyen marocain qu'il faut protéger. Mais, mais quand M. Maliki dit que les marques, les grands importateurs de pièces de rechange n'ont pas encore enregistré leur marque, qu'est-ce qui a causé ce retard? Parce que bon, les opérateurs se plaignent depuis des années de ce phénomène. Donc pourquoi ne pas faire ce premier pas Alors, d'abord, ce n'est pas notre cas. Donc oui, moi, je ne parle pas au nom des autres. Je crois, je crois tout simplement parce que peut-être que la prise de conscience, y compris à notre niveau, et là il y a tout un travail à faire au niveau de l'EVAM et au niveau des professionnels automobiles, cette prise de conscience n'était pas au niveau auquel elle est aujourd'hui. Je crois tout simplement, hein, vous savez, c'est l'intérêt des opérateurs. Encore une fois, d'affirmer leur présence, mais leur présence en tant que professionnels capables de démontrer la traçabilité et l'origine des pièces d'origine qui sont importées. C'est l'intérêt de tout le monde. Donc ça dénote aussi que nous, professionnels, on a encore du travail à faire. Mais cette partie-là m'inquiète peu. C'est une question de quelques semaines ou de quelques mois, parce que c'est l'intérêt collectif général. Donc ça, ce qui m'inquiète, c'est l'aval. Bon, ce qui m'inquiète, c'est pas ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il va falloir arriver à faire, c'est arriver sur un sujet complexe. Quand vous le prenez un par un, il n'y a rien de compliqué sur ce sujet-là. C'est la configuration totale, notre histoire, un parc roulant en croissance soutenue, le poids de certaines pratiques, et les moyens qui sont adossés à tous les niveaux, l'amont comme l'aval d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on associe le ministère de l'Industrie, qu'on associe les douanes, qu'on travaille beaucoup avec les gendarmeries. Donc il faut arriver à harmoniser tout cette... ce qui quelque part est un écosystème, hein, quelque part, avec multiplicité d'interlocuteurs. Bon, soyez convaincus d'une chose, c'est que ce que je ressens en tant qu'opérateur, c'est qu'il n'y a jamais eu une telle volonté privé, public, d'y arriver. Donc on est sûrement à un moment un peu charnière de notre histoire collective. Vous avez en face de vous aujourd'hui des interlocuteurs qui n'ont qu'une seule envie, une seule motivation, c'est d'y arriver. On sait que ça ne va pas être simple, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là. Oui. D'accord ? Donc voilà, ça pousse fort, ça pousse vite. Voilà, on doit la traçabilité, la transparence à nos clients. Commençons par ça, par des choses simples. Et puis après, derrière, il faut aussi faire confiance à l'ensemble de ce système pour avancer, à la fois sur la partie contrôle et très clairement punitive, mais n'oublions pas qu'il y a un autre pilier aussi pour avancer sur ces sujets-là, auxquels nous croyons beaucoup au niveau du groupe Renault, c'est le pilier éducatif. Enseignement, il y a énormément de prévention à faire. On va y venir. Il y a de la punition, mais il y a aussi beaucoup de prévention à faire à tous les niveaux dans la société. Nous, on s'est engagé auprès d'écoles, notamment. C'est 5000 enfants qu'on a formés depuis 2015 sur Casablanca et sur Tanger. Donc, il va falloir du contrôle, de la punition, mais j'insiste aussi là-dessus, il faut qu'on se mobilise pour former. Informer et faire de l'éducation. Hein. Sif Douache, j'aimerais vous poser la question, est-ce que tout le monde, tous les opérateurs souffrent de la même manière de ce phénomène? Est-ce que par exemple, les marques de luxe sont aussi frappées par la contrefaçon que les marques généralistes? Qui est le client de la contrefaçon? Est-ce que c'est le propriétaire d'une voiture d'occasion? C'est celui qui a acheté du neuf, qui est toujours dans les 5 ans avant le renouvellement? Et quel impact réel, chiffré sur un opérateur? Parce qu'un opérateur, c'est quand même des emplois, c'est des impôts qu'il paye, donc on aimerait bien avoir une idée. C'est une question intéressante. Oui. Je pense que ce n'est pas uniquement le premium qui est touché par ça.
on a des clients, effectivement, quand un client achète un véhicule neuf, il a une garantie sur sa voiture, c'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire qu'il revient dans nos ateliers régulièrement. Et après la fin de cette garantie, peut-être qu'il commence à réfléchir à faire des économies. Ça, c'est par méconnaissance un petit peu des dangers qu'il risque. Donc je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Eric, c'est-à-dire on a un rôle de sensibilisation, d'éducation du marché. Sans cela, on n'arrivera à rien du tout. Bien sûr, quand on arrive sur les véhicules premium, donc c'est les marques que je connais de mieux, les clients premium arrivent avec une certaine éducation, une maturité pour continuer à faire leur entretien normalement et correctement. Mais aussitôt que ces véhicules basculent effectivement dans le marché de l'occasion, c'est-à-dire deuxième main, troisième main, quatrième main, on commence à retrouver une nouvelle clientèle, une nouvelle cible qui cherche effectivement à rouler dans des marques premium, mais à consommer avec modération tout ce qui est pièces de rechange. Donc ils vont chercher un petit peu dans le marché de l'informel, par méconnaissance certainement. Donc ils risquent un petit peu leur vie et la vie de leur famille, et ainsi aussi la vie des concitoyens marocains, parce que ces voitures-là sont sur nos routes. Donc il y a effectivement ça. Ce label donc, qui a été lancé avec notre ministère de tutelle, qui est le label Salamatouna, on a tous intérêt à y adhérer, à le promouvoir et puis à le vulgariser auprès du consommateur marocain de telle manière à ce qu'il soit un label de reconnaissance de produits de qualité, pas de produits de contrefaçon. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé dans tous les points de vente, etc., de telle manière à ce que quand le consommateur achète une pièce de rechange, il s'appuie sur ce label pour dire « j'achète quelque chose de qualité ». Bien sûr, tout ça, derrière, il y a des audits qui sont contrôlés. On n'a pas le label par hasard. Il faudrait quand même déposer un dossier. Il y a tout un arsenal de questions. Et puis, il faut prouver un petit peu qu'on a des pièces traçables, des pièces de constructeurs, des pièces conformes qui permettent effectivement d'avoir ce label. Ce label n'est pas éternel, hein. On peut aussi le perdre du jour au lendemain. Ça, c'est le rôle des autorités de contrôler, de telle manière à ce que le marché soit structuré, permette de donner cette confiance aux consommateurs marocains. Alors, si je comprends bien, avec ce label, on peut, par exemple, soit acheter la pièce de rechange chez le constructeur ou le concessionnaire, ou bien l'acheter dans le circuit, mais une pièce formelle, c'est-à-dire une pièce... Bien évidemment, on n'essaie pas de tirer la couverture de notre côté. Oui. Si les importateurs, des grossistes ou importateurs autres que ceux qui appartiennent au réseau de distribution qui est adossé à des constructeurs, importent des pièces d'origine, c'est le Maroc, il est ouvert. Il y a donc le libre import, il est donné à tout un chacun. Le tout, c'est de se bagarrer. D'accord. Nous, entre confrères, on a des règles claires, donc il y a une concurrence saine qui permet effectivement de fournir des pièces de rechange de qualité issues de nos constructeurs avec les exigences qu'ils ont. Donc après, c'est au consommateur d'être juge. Après, le consommateur, la concurrence est là pour tirer les prix vers le bas. Donc à lui de faire le choix par la suite, d'aller vers une marque ou une autre. Oui, et une dernière question par rapport à l'impact. Est-ce qu'il y a un manque à gagner, chiffré par exemple pour un opérateur Bien sûr qu'il y a un impact certain. On ne peut pas dire comment il est chiffré. L'impact, il est pour les opérateurs et pour l'État. Oui. Donc il y a de la contrefaçon. Qui dit contrefaçon dit sous-déclaration, dit beaucoup de choses d'informelles. Donc même ces prix qui vont tirer vers le bas, le marché, donc il y a de l'impôt en moins ou de la TVA en moins pour l'État. Il n'y a pas uniquement les opérateurs comme nous qui on se bagarre pas à armes égales, et puis il y a tout le danger que ça génère et puis le manque à gagner pour tout un chacun. On investit, nous, lourdement dans tout ce qu'on fait, d'accord ? On investit en formation, on crée de l'emploi, on forme nos techniciens, on forme nos revendeurs. Donc on est des écoles
au quotidien de ce qu'on fait dans notre métier. Ces gens-là ont fait de la communication, donc c'est des budgets aussi énormes. Le salon, et là aussi, c'est la fête de l'automobile. Quand vous voyez tous les stands qui sont ici, c'est quelques milliards qui sont, pendant ces 15 jours, qui sont investis dans ce salon-là. Donc on joue, nous, tous, je dirais, opérateurs formels pour faire de ce secteur un secteur florissant et puis qui corresponde un petit peu, qui soit aux normes et qui répondent un petit peu aux besoins du consommateur marocain. Il faudrait quand même qu'on assainisse un petit peu le marché petit à petit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est grand temps de démarrer très sérieusement. Très bien. C'est Boulajoul. Alors, j'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a un chiffre sur les accidents impliquant un seul véhicule, juste pour situer par rapport au nombre total d'accidents? Et la deuxième question, c'est par rapport à la responsabilité des centres de visite technique, parce qu'ils sont censés un petit peu être un filet pour les contrôles annuels des véhicules, détecter ne serait-ce au moins que les pièces ou les défaillances visibles. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Alors, si vous permettez, avant d'aborder un petit peu ces questions, j'aimerais bien rebondir par rapport à ce qui a été dit par Eric. Il a donné un certain nombre d'exemples de défectuosités qui peuvent avoir c'est-à-dire un impact énorme sur la sinistralité routière. Comme vous avez, par exemple, je sais pas, un système de freinage qui est défaillant, donc pratiquement le choc peut être vraiment très très grave et du coup les conséquences peuvent vraiment être très très importantes. C'est surtout en termes de vie humaine qui nous intéresse. Donc je donne un autre exemple, c'est surtout celui des casques. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des casques qui sont commercialisés, des casques qui sont utilisés par l'usage du deux roues. Ils sont aussi contrefaits. Je ne dirais pas que c'est des casques homologués ou bien des casques aux normes, mais c'est des casques de chantier. Et c'est des casques, soi-disant, c'est des demi-ballons. C'est des casques pratiquement qui ne protègent absolument rien. Donc, en termes de sécurité routière, on souffre énormément de l'existence ou bien de la commercialisation de ce type de casque. Aujourd'hui, c'est-à-dire malheureusement pour cette catégorie d'usage de la route qu'on qualifie de vulnérable, il représente à peu près un tiers des tués. Et même au milieu urbain, ça remonte jusqu'à 45% des tués qui sont des usages des deux roues. Donc pour dire que aujourd'hui l'importance de maîtriser un petit peu le circuit informel ou bien de structurer ce secteur, je pense que le jour où on aura ce secteur qui sera pratiquement maîtrisé, formalisé, donc en termes de sécurité routière, le gain sera énorme. Et le cas des casques que j'ai évoqué, il est vraiment déterminant. Maintenant, et comment faire? Je pense que l'État doit assumer ses responsabilités. À travers le contrôle, je pense que Saad a évoqué un petit peu, donné un certain nombre d'initiatives dans ce sens, à travers le contrôle, à travers la maîtrise des circuits de distribution. Mais je pense qu'au cœur du problème, on doit assurer l'adhésion du citoyen. Aujourd'hui, le cas par exemple, pour revenir toujours donner le même exemple, celui des deux roues, je pense que le jour où ce conducteur, ce propriétaire de deux roues arrive à comprendre que mettre son casque, mais un casque aux normes, ne s'agit pas uniquement d'une formalité administrative ou bien réglementaire que je dois accomplir, mais qu'il s'agit de ma propre sécurité, je pense qu'on va faire un bond qui est énorme, qui est très très important. Du coup, l'adhésion du citoyen, à mon avis, elle est extrêmement importante. C'est un travail de fond qu'il faut faire auprès du citoyen. Il faut que, tout d'abord, réduire les chances de trouver des pièces contrefaites sur le marché. Ça, c'est très important. Bien qu'il y aura toujours des gens qui vont chercher cette piste-là, mais également, je pense qu'il faut investir énormément sur le citoyen pour qu'il soit convaincu que le fait d'acheter une pièce aux normes, même s'il est un peu plus cher, mais tout d'abord que ça va durer plus longtemps, mais ça va le protéger et ça va réduire énormément le risque d'accident sur la voie publique. Mais il n'y a pas de chiffres précis, par exemple, sur les accidents causés par les
par les pièces défectueuses ou impliquant un seul véhicule? Non, pour impliquant un seul véhicule, on a l'information benchmark international, par exemple. Non, c'est autour de 16%, les accidents impliquant un seul véhicule. Donc c'est énorme en termes Mais aller jusqu'à dire que tel accident est survenu parce que, je ne sais pas, le système de freinage peut-être qui a lâché, ou bien d'autres. Parce que généralement, un accident, comme je vous ai dit, c'est une constellation de problèmes. Mais le facteur humain, malheureusement, il est prépondérant. Et le facteur humain, il intervient pratiquement à tous les niveaux. Le fait de ne pas entretenir son véhicule, donc ça relève également, c'est de l'humain sur lequel il faut travailler. Le cas de la visite technique que vous avez évoqué, moi je pense qu'on est revenu de loin. Avant 2005, on avait des centres de visite technique qui ressemblaient à quelque chose, qui s'appelait des centres de visite technique. Mais je pense que l'État a fait un travail énorme à travers la professionnalisation de ce secteur, notamment par l'introduction de professionnels c'est-à-dire de la profession. Donc aujourd'hui, on a tout d'abord à travers le réseautage de ce secteur. Aujourd'hui, on a 4 réseaux donc, qui travaillent avec un système de labellisation aussi et avec un système d'information qui est très performant et avec une traçabilité. La notion de traçabilité aujourd'hui est très très importante. Et dans pas mal d'accidents, notamment ce qu'on appelle les accidents spectaculaires, là où vous avez parfois des autocars ou bien des véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, donc on peut revenir pratiquement à la source et à travers l'examen des documents, donc on peut revenir pour voir quel est le centre de visite technique, par exemple, qui a octroyé cette visite technique, dans quelles conditions elle a été octroyée, quels sont les points qui ont été contrôlés, etc., mais même avec des photos, etc. Donc, mais malheureusement, par exemple, le cas de la pneumatique, vous avez des professionnels de la route, malheureusement, qui peuvent mettre des pneus neufs pour passer la visite technique, mais juste en quittant malheureusement les CVT, ils changent les pneus. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui c'est un problème de culture sur lequel il faut travailler et avec une implication de l'ensemble des acteurs concernés. Moi je pense que l'approche doit être systémique, intégrée. Il ne faut oublier aucun maillon de la chaîne. C'est très très important parce que n'importe quel chaînon peut être un billet pour créer de la valeur ajoutée au niveau de ce secteur. Très bien. C'est Maliki. Est-ce que vous pouvez nous avancer un manque à gagner pour l'État fiscal, pour l'économie en général? Ça, c'est une première question. La deuxième, j'aimerais qu'on parle enfin du label Salamatouna. Un petit rappel du label, du système, et où en êtes-vous actuellement? Je ne vais pas trop m'attarder franchement sur la partie manque à gagner fiscal. L'étude, elle date de 2013. Et là, de manière générale, on a eu à peu près 1,5% du PIB qui est perdu à cause de la contrefaçon de manière générale. Une grande partie, c'est le secteur textile. Pièces de rechange vient en deuxième lieu. Il y a 2 ou 3 autres secteurs, les cosmétiques notamment, les produits électriques également. Donc je ne m'attarderai pas trop sur ça, on essaiera d'actualiser ces chiffres, mais l'essentiel dans ce cas-là, on l'a tous dit, c'est l'humain, je pense. Il faut qu'on mette ça, quel que soit, même s'il y a un dirham, l'humain est beaucoup plus important que les dirhams. Pour revenir un peu à l'esprit de Salamatouna, c'est quoi l'idée en fait derrière Salamatouna qui a été lancé il y a quelques mois? Le concept a été médiatisé, lancé par Monsieur le ministre de l'Industrie il y a 2-3 mois. Le concept, c'est un peu de créer un label qui permet d'avoir de la traçabilité et, si vous voulez, qui permet de réaliser 3 éléments. D'abord, l'information, très essentiel, l'information. Il faut qu'on sache qui est dedans, qui joue le jeu et qui ne joue pas le jeu. C'est très important. Et ceux qui vont savoir qui joue le jeu et qui ne joue pas le jeu, c'est d'abord le consommateur. Parce que l'information sur les labellisés sera disponible. Nous sommes en train d'y travailler, non seulement sur un site internet, mais également sur une application, et également avec tout le B2C. Donc une application sur laquelle, qu'on est en train de finaliser, on pourra connaître tous les points de vente labellisés Salamatouna. Ça veut dire, moi, consommateur, je veux aller acheter une pièce, je vais aller savoir où l'acheter. Disponible sur tout le territoire du royaume. Parce que le consommateur marocain, il doit avoir les mêmes droits, quel qu'il soit, où il est. Il ne faut pas qu'on réfléchisse parce que le marché, il est uniquement le gros du marché est à Casa. Et d'où ce qui a été dit. C'est un travail de fond et un travail d'ampleur. Donc l'information
pour le consommateur. L'information également, j'y viendrai également tout à l'heure, pour les autorités d'application des droits. Ceux qui ont fourni de l'information, qui sont allés volontairement se faire auditer, qui nous ont dit où ils achètent les produits, qui nous ont donné des données, et on est en train de constituer les dossiers entreprise par entreprise. C'est un travail phénoménal. Ceux qui se sont soumis eux-mêmes à ce travail de transparence, au niveau des autorités, au niveau des contrôles, donc il y aura des méthodes de ciblage. Au niveau des contrôles, au niveau des douanes, au niveau des autres. C'est-à-dire, après la labellisation, on va cibler ceux qui n'ont pas le label. Bien évidemment qu'il y aura un contrôle du label. Il y aura, par exemple, pour tout ce qui est Salamatuna, il y aura ce qu'on appelle un système de mystery shopper. On vérifiera effectivement que la personne respecte, mais sinon ça ne marche pas. Et également, il y a le coercitif. Le label est une marque collective de certification. Pour les professionnels de la loi sur la propriété industrielle, ils le savent. Lorsque quelqu'un touche à la marque collective de certification, et notamment lorsqu'elle touche la sécurité ou la santé publique, le ministère public peut se saisir de lui-même. Ça veut dire que l'information peut être transmise à la police nationale, à la gendarmerie royale, qui ont rôle d'officier de police judiciaire, et il y a la possibilité de poursuite pénale directe sans l'intervention d'un plaignant. Ce sont des mesures qui seront mises en place. Nous sommes en train d'y travailler. Alors vous parlez de ceux qui ont le label? Je structure, si vous permettez, et après je pourrai vous répondre si vous voulez. Donc l'information, c'est essentiel. Actuellement, nous n'avons pas l'information. Personne n'a l'information, ni nous, ni les opérateurs, ils le confirmeront. Il y a un magma. Et donc, nous, l'idée, c'est de décomposer ce magma entre les gens qui sont pour l'organisation, pour l'intérêt de nous tous, à savoir de s'organiser et de donner à cet opérateur une pièce de rechange sûre, de bonne sécurité, connue, traçable. Ces gens-là viendront, bien évidemment, dans Salam Matuna. Certains, les autres, ceux qui trichent, soit ils s'arrêtent de tricher, c'est tant mieux, et ils intègrent, c'est excellent. Soit ils continuent de tricher, ils sont hors du secteur, mais cette fois, on les connaît. Et nous avons les données. Et on trouvera le moyen au niveau. Donc l'information, la protection après, la protection par le biais de quoi? Par le biais de tous les outils. Donc nous sommes en train de travailler, ça a été dit par Eric, c'est une question de moi. Nous sommes en train de passer en revue toutes les marques pour que tout soit enregistré, tous les dossiers en douane, tout le monde dépose ses dossiers en douane, toutes les actions. C'est un travail sur lequel on a commencé à travailler. Dans les 3-4 prochains mois, je pense qu'on aura l'ensemble un peu des entreprises organisées. Toutes les formalités, entre guillemets, seront faites pour que l'arsenal coercitif marche, pour que les contrôles soient permanents. Également, la mise à niveau des normes. Il y a un travail essentiel qui est en train d'être fait, de voir toutes les normes en application au Maroc, de voir si elles sont conformes à l'état de l'art au niveau international, de rendre ceux qui ne le sont pas, qui doivent être mis à niveau, sont en train d'être faites. L'arsenal du contrôle également est en train d'être fait. Les organes chargés du contrôle, il y a peut-être quelques matériels dont ils ont besoin. Les instructions ont été données par M. le ministre pour que ces matériels soient achetés. Donc il y a tout un travail. Il ne faut pas regarder que le haut de l'iceberg. Hein. Il y a 80% pour qu'on réussisse. Il faut faire travailler sur le 80% immergé de l'iceberg. Donc la partie protection dont j'ai parlé, donc mesures. Et il faut pouvoir faire valoir ses droits, appliquer les droits, renforcer. La partie coercitive doit marcher. Donc nous invitons les opérateurs, quand ils le savent, à faire des plaintes, à suivre. Et le comité national anti-contrefaçon est là pour ça. Et nous avons une structure publique-privée avec des interlocuteurs de l'ensemble des autorités chargées d'application du droit qui sont là pour veiller à ce que la loi soit appliquée. Mais au-delà des plaintes, par exemple, des marques enregistrées, est-ce qu'il y a des brigades prévues pour contrôler? Parce qu'un opérateur structuré peut ne pas... Alors les associations de consommateurs sont également avec nous. Dans le comité, par exemple, de Salam Matuna, il y a un comité de suivi du label. Les associations consommateurs sont dedans. Et toute information, comme j'ai dit là, l'avantage avec Salam Matuna, c'est la traçabilité du système, parce qu'il y a un système informatisé qui suit tous les dossiers. Tous les dossiers sont informatisés, toutes les données sont informatisées, et tous les contrôles,
y compris les mystery shoppers, seront insérés dans le système informatique. Et s'il y a n'importe quelle information, vous avez deux niveaux d'information. Il y a un niveau lorsque quelqu'un n'a pas donné une information, etc. Il peut se voir, ça a été dit par Sif Douesh, ce n'est pas un label permanent. On peut l'appeler pour compléter, on peut surseoir le label, on peut le suspendre. Mais lorsque le niveau est élevé, l'information est transmise aux autorités. Et s'il y a des choses qui doivent être faites, elles le seront faites, croyez-moi. Maintenant, quand est-ce qu'on aura les premiers labellisés? Alors nous sommes en train de travailler, si vous voulez, nous avons fait des réunions avec l'AIVAM, l'AMICA, les importateurs, le JIPAM, d'autres secteurs. Nous avons des équipes qui travaillent avec eux individuellement, entreprise par entreprise. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment ceux qui sont là, on travaille beaucoup avec eux et on est en train de finaliser les dossiers. Et vous imaginez que ce n'est pas évident. Parce que prenons un constructeur, ils vous l'expliqueront mieux que moi, ils ont une multitude de pièces, une multitude de fournisseurs, etc. Et le système est fait pour avoir de la traçabilité. Deuxièmement, nous avons également les audits. Donc certains audits ont déjà eu lieu, d'autres audits sont programmés. Ce que je vous dirais, c'est que à peu près, je dirais de 20 à 40 sont dans le pipe. Et l'idée, c'est d'abord de travailler avec ceux qui mettent sur le marché au début. Ça veut dire soit les constructeurs, soit les grandes marques, soit les grands importateurs. Second pilier, c'est les distributeurs. Et ensuite, c'est le B2C. L'essentiel, c'est de la visibilité par rapport au B2C. C'est un long travail. Il ne s'agit pas de faire une opération de com, on n'est pas là pour ça. Il s'agit de bâtir les 90% de l'iceberg qui vont soutenir les 10% que va avoir le consommateur. Et donc, on est en train de faire ce travail un peu immergé. Mais vous allez voir, Inch'Allah, très rapidement. Donc, disons vers l'année prochaine, 2019. Non, avant. Comment il faut accélérer le rythme. Donc, le consommateur, le citoyen marocain nous l'attend. Il ne faut pas oublier, on a parlé dans cette table ronde pendant 1 heure. Si on connaît les statistiques de Sibou et Joule, entre 1 et 2 personnes, malheureusement, sont mortes. Oui. À cause des incidents de la route, pendant qu'on parle. Alors, donc il faudrait qu'on travaille. Dernière question pour Sin Melki, et je passe à M. Eric. Alors, cette labellisation a un coût. Alors, j'imagine pour les grands, ça ne pèse rien du tout. Mais pour les petits, quand vous arriverez au stade des distributeurs, je pense qu'un coût, je ne sais pas, de 30 000 dirhams par article, c'est beaucoup. Non, ce n'est pas par article, qu'on soit clair. Il y a un coût, effectivement. Et pour qu'on travaille bien, si vous voulez. Le gratuit n'existe pas. Moi, je ne connais rien de gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une péréquation. Un certain nombre de coûts ont été supportés par l'État. La mise en place du système, l'application, etc. Une bonne partie de la campagne de sensibilisation sera également supportée par l'État. Il y a également certains coûts liés à l'audit. Ces coûts liés à l'audit sont supportés par les opérateurs avec une péréquation très simple. Cette péréquation, elle est liée au chiffre d'affaires. Donc les opérateurs qui ont un chiffre d'affaires élevé paieront plus, les opérateurs qui ont un chiffre moindre paieront moins, et le B2C, le final, le commerçant du coin, il paiera rien. C'est la péréquation globale qui est faite, tout est transparent, tout a été discuté dans le comité de labellisation et tout est sur le site. Donc allez sur le site et regardez. Et cette discussion, ce n'est pas une décision, c'était une discussion commune parce que nous avons estimé que le dernier maillon de la chaîne, en fait, toute la traçabilité a été faite, il vient en dernier. Et donc, il n'y a pas grand-chose à payer. Voilà, c'est la discussion. Ce système de coût, il a été discuté entre les opérateurs avec nous. Il y a un coût. Il faudrait également que tout le monde supporte ce coût. Très bien. Voilà. Monsieur Eric, alors, je sais que vous avez exercé dans plusieurs pays. J'aimerais bien qu'on ait une expérience, un retour d'expérience sur le traitement de ce phénomène de la contrefaçon dans les autres pays. Et deuxième question, par rapport à la culture un petit peu de la clientèle marocaine, qui, malgré les avancées, aime toujours aller réparer sa voiture dans le réseau traditionnel. La principale raison avancée, c'est le coût de la réparation chez le concessionnaire ou chez la marque. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un effort à faire pour justement attirer cette clientèle, pour qu'elle répare sa voiture ou change ses pièces dans le réseau formel? Alors, je vais essayer de répondre à votre premier point.
concernant finalement mon expérience ailleurs. Vous savez, je vais vous dire, c'est Adil qui disait ça en introduction de conférence, il ne faut pas s'auto-flageller non plus. Hein. Le phénomène qu'on est en train de vivre, finalement, quelque part, j'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Il est normal quand on est dans un marché qui se structure, qui s'équipe, avec un taux d'équipement automobile qui reste extrêmement faible. Donc c'est pour ça que cet exercice de comparaison par rapport à d'autres pays, il est un petit peu compliqué, vous savez. L'opérateur, quel qu'il soit et où qu'il se situe sur la pyramide, j'allais dire, de la distribution de la pièce de rechange, celui qui a envie de tricher, il sait mobiliser toutes ses ressources pour tricher. Vous savez, un tricheur, il a une capacité à être imaginatif, qui est juste extraordinaire. Ce qui n'est pas notre cas. Donc, la stratégie du groupe Renault dans le monde, et ça s'applique bien évidemment au Maroc, c'est qu'au travers de son réseau de marques, on maîtrise l'origine, la qualité des pièces, et c'est aussi pour ça qu'on offre de la garantie sur la pièce de rechange. Quand vous allez dans un réseau de marques, bien évidemment qu'il y a des coûts supérieurs. Parce qu'on fait face à des obligations qui sont supérieures à celles que n'ont pas d'autres opérateurs. Mais pourquoi on fait ça? Parce que vous savez, quand vous avez des obligations, vous avez souvent des droits pour les clients en face de ça. Parce qu'on estime, encore une fois, que nos clients, et je pense que je peux me permettre de parler pour l'ensemble des marques, quand ils viennent chez nous, ils ont des droits. Que face à ces droits, on a nous-mêmes nos obligations. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que le label soit payant. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur le respect du label, des règles d'audit et de contrôle pour être crédible dans le temps. On a, nous, des obligations vis-à-vis de nos clients, de lui fournir le meilleur niveau de qualité, de traçabilité de la pièce de rechange qu'on lui garantit dans nos installations. Et évidemment que ça a un coût. Et ça me permet de faire le lien par rapport à la deuxième question que vous évoquiez. Est-ce qu'il ne faut pas que les opérateurs fassent, en clair, des efforts sur leur marge, des efforts économiques pour rendre la pièce de rechange plus accessible? Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là en soi. Maintenant, on assiste aussi au développement d'un certain nombre de formules, d'offres mises en place par un certain nombre de constructeurs, dont nous bien évidemment. Vous le voyez, quand on communique sur des offres forfaitisées, les opérateurs, les marques font des efforts sur le prix de la pièce, sur le prix de la main-d'œuvre. En soi, c'est un premier point. Vous assistez, on le voit au salon quand on visite les différents stands, à la multiplication d'offres sur le salon, qui sont des offres tout compris pour les clients, avec de la garantie étendue, avec de l'entretien sur 3, 4, 5 ans, un entretien à coût maîtrisé, c'est-à-dire que vous vendez aujourd'hui un entretien prévisionnel et donc toute la sécurité qui va avec sur les 3, 4, 5 ans de vie du dossier de crédit, par exemple, sur une automobile. Ce que ça veut dire aussi, c'est quand vous proposez ça à un de vos clients aujourd'hui, vous n'impactez pas les coûts d'inflation à venir sur la main-d'œuvre ou sur la pièce. Donc vous voyez que cette volonté d'être transparent, de proposer à nos clients le meilleur niveau d'équilibre entre l'économique, la garantie et la sécurité, on l'a déjà. Vous savez, les maisons, j'ai pour habitude de dire, ça se nettoie par la partie haute des escaliers. Donc c'est en clair ce qu'on est aujourd'hui en train de faire. Je veux aussi profiter de l'occasion et de la vitrine qui m'est donnée aujourd'hui pour vous assurer que dans mon rôle de garant, quelque part, des pratiques dans le réseau de distribution Renault et Dacia marocain, l'engagement est pris que nous déployions et mettions tous les verrous qu'il faut en termes de contrôle, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire marocain,
sur l'ensemble du royaume où nos clients auront la possibilité de trouver un point de vente et d'entretien Renault, Dacia. C'est-à-dire que sur des sujets-là, on ne peut pas faire de demi-mesure. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. De notre côté à nous, vous l'avez bien compris, on y va. Vous avez parlé d'un point important, les forfaits intégrant tout l'entretien. Est-ce que c'est uniquement l'exclusivité des marques premium ou aussi des marques généralistes? Et est-ce qu'on parle d'entretien simple, c'est-à-dire la vidange, ou bien de tout l'entretien, c'est-à-dire la pneumatique, les freins et tout ça? D'accord. Alors, d'abord, regardez pendant le salon, mais vous rendrez vite compte que ça n'est pas uniquement l'apanage des marques haut de gamme que de proposer ce type de produit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, où tout le marché y est, globalement, dont les marques dont j'ai la responsabilité, bien évidemment. Donc ça existe aujourd'hui pour tout. On est aujourd'hui en moyenne, sur des formats de logique d'entretien qui sont des opérations plutôt simples. Il est évident que quand vous devez mettre en place ce type d'offre, plus vous complexifiez les opérations, plus les coûts sont élevés, et comme on est aussi sur un marché de prix, donc à un moment donné on est sur des équilibres à devoir trouver, mais il n'empêche, nous sommes sur des opérations simples, mais la simplicité, ça n'exclut pas, bien au contraire, la garantie, la traçabilité, la qualification du personnel qui intervient sur votre véhicule, etc., etc. Donc ne mélangeons pas la simplicité d'opérations techniques et l'absence de garantie liée à ces opérations. Absolument pas. Vous savez, une vidange mal réalisée, ça peut aussi être une catastrophe. Donc voilà. Donc ne mélangeons pas ces gens-là et assurons-nous dans nos réseaux de marques que le client a face à lui le meilleur niveau de garantie sur la pièce de rechange, la qualité de la main-d'œuvre qui va intervenir sur son véhicule. Soyons exemplaires, éduquons, formons et, le cas échéant, bien évidemment, soyons coercitifs. Très bien. C'est tolérance zéro sur ces sujets-là si on veut y arriver. Voilà. Donc, voilà. J'ai compris. Sif Douesh. Alors, une première question. Chez les concessionnaires, de manière générale, combien pèse le service après-vente dans le chiffre d'affaires, par exemple, d'un concessionnaire? Et j'aimerais aussi reposer la question que j'ai posée à M. Eric sur le coût de l'entretien chez les concessionnaires. Est-ce qu'il y a un effort à faire, par exemple, pour attirer la clientèle des véhicules d'occasion, les deuxième, troisième acheteurs? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, lieu d'imaginer des forfaits spécifiques pour ces gens-là, la voiture d'occasion, par exemple? Toutes les stratégies sont possibles. Je pense que tous les importateurs sont assez imaginatifs pour trouver les formules qui attirent le consommateur. Pour parler un petit peu des prix dans le premium, nous, par exemple, pour les marques Jaguar Land Rover, on offre, pour la tranquillité de nos consommateurs, 5 ans de garantie, 5 ans d'entretien et 5 ans de dépannage gratuit, c'est-à-dire dans le prix. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans les premiums que le coût de la pièce est exorbitant, etc. Il faut ramener les choses à leur juste valeur. On a, comme disait Eric, on a des charges incompressibles. Donc, on ne peut pas comparer le secteur de l'informel avec des gens structurés. Donc, on a des coûts énormes. Donc, à partir de là, le prix de la pièce va se refléter effectivement par rapport à ces charges qu'on a. Donc, on n'est pas là, les marges ne sont pas élastiques à l'infini, donc on donne le juste prix au marché marocain. Donc, ces prix-là, c'est les prix qui, à notre avis, sont corrects par rapport à notre clientèle et par rapport au marché marocain. Donc, on ne cherche pas à s'enrichir à l'infini. Ce que pèse le marché, enfin la prévente et la pièce de rechange dans une structure, c'est entre 15 à 20% peut-être. Et si on voit des pays plus matures, ça pèse encore plus. Donc parce que aujourd'hui encore le marché marocain, la plupart des importateurs vivent avec véhicules neufs. Ça ne sera pas le cas demain, croyez-moi. Donc c'est la prévente et la pièce de rechange qui doivent prendre la relève et le véhicule d'occasion. Ça c'est clair. Donc pour les véhicules d'occasion, pour les marques que je représente, on donne une garantie d'1 année
aux consommateurs qui achètent ces véhicules-là, bien sûr, avec le label de la VO, ça dépend des marques que l'on a. Donc ça correspond exactement aux procédures préconisées par le constructeur. C'est des véhicules qui sont en général moins de 5 ans et qui ont subi tous les entretiens, donc ils ont un historique propre. C'est cela qu'on reprend et qu'on remet un petit peu dans le circuit de l'occasion avec une garantie. Donc c'est ce qui va tranquilliser encore plus le consommateur. Les prix des pièces de rechange, donc vous renouez quand vous donnez une garantie avec le rachat de cette troisième main. Donc cette nouvelle clientèle vient effectivement dans vos ateliers tester un petit peu la qualité de réparation qu'offre le réseau officiel. Et qu'est-ce que vous pensez du développement des centres de réparation modernes? Je ne citerai pas les noms. Est-ce que c'est une concurrence pour vous? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ce sont des enseignes qui sont censées assurer un service de qualité avec des pièces d'origine ou bien homologuées. Tant que c'est des enseignes qui respectables et qui utilisent les produits, je dirais, qui sont aux normes, il n'y a aucun souci avec cela. Ça fait partie de la concurrence. Donc, à mon sens, c'est acceptable. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça existe dans tous les pays du monde. On ne peut pas capter à 100% toute la clientèle ou le parc roulant. Ce n'est pas possible. Donc, les gens qui veulent un service rapide, facile, avec des pièces de qualité, avec les bonnes huiles, etc., tant que ça respecte ça, il n'y a aucun souci. Aussitôt qu'on sort encore dans le secteur de l'informel, utiliser n'importe quoi pour juste afficher un prix, ça devient un danger pour le consommateur et pour le citoyen lambda. Très bien. C'est vous la Jules. Il y a une stratégie de prévention des accidents de la circulation 2016-2025. Oui. Et parmi les axes, il y a l'état du véhicule. Alors, quelles sont les actions prévues dans cet axe, brièvement? Alors, il y a énormément de mesures qui sont c'est-à-dire prévues dans le cadre de la stratégie 2017-2026, avec un premier plan quinquennal 2017-2021. Justement, il y a énormément de mesures qui sont destinées, qui concernent un petit peu le véhicule, mais surtout qui concernent un petit peu le respect des normes qui sont usuelles. Et là, par exemple, je reviens à une mesure qui a été engagée, que ça a créé un petit peu, je dirais pas du buzz, mais pas mal de réactions, c'est concernant les pare-buffles. Donc ça impacte énormément donc la configuration du véhicule, parce que comme vous savez, chaque véhicule il doit être homologué, et ces transformations malheureusement échappent à l'homologation, donc ils ne sont pas contrôlés. Donc toute modification au niveau du véhicule, ça a un impact sur les accidents de la circulation, notamment sur la gravité des accidents de la circulation envers les usagers vulnérables, notamment les piétons et les deux roues. Donc du coup, on essaie tout d'abord de moderniser un petit peu l'arsenal juridique qui régit cet aspect-là, mais également un travail de fond au niveau des centres de visite technique, parce que à la date d'aujourd'hui, et malgré les améliorations qui ont été effectuées et les réformes qui ont été apportées à ce secteur, à travers sa modernisation, les systèmes de réseautage, c'est-à-dire l'expansion du réseau sur tout le territoire national, mais on a un problème de remontée d'informations entre les CVT. C'est pas automatique, c'est pas systématique, et le CNOH, ce qu'on appelle le CNOH, le Centre national d'essai et d'homologation. Mais il y a également un aspect aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la création de l'Agence nationale de sécurité routière. La loi est passée, donc aujourd'hui on travaille sur les textes d'application pour mettre en place cette structure